Salut. Salut à tous, salut à toutes, et puis salut aux personnes qui regardent en replay. Ouais, j'ai bossé le truc, hein, je suis hyper pro. Moi, c'est ce mec-là. Donc moi, c'est Adrien. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler camarade. C'est complètement OK. Il y a 8 ans, le craft a sauvé ma carrière. J'aurais pas continué dev si j'avais pas rencontré le craft. Donc merci beaucoup à Alpecraft et puis à ses sponsors d'organiser cette conférence. Voilà, c'est trop bien de partager cette belle communauté. Avant de commencer, je voulais faire quelques petits avertissements de contenu. Ça va être un contenu radicalement engagé à gauche. On va parler de burn-out, on va parler d'isolement, on va parler de discrimination et de manipulation. Donc si pour une raison X ou Y, c'est pas OK pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez complètement sortir, même à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Et il y a 2 super talks en parallèle, un avec Woody Zoul, qui est vraiment trop bien, je l'ai déjà vu, et puis une intro à la prog fonctionnelle de Jérémy, pas Jérémy Chassin, voilà, je les confonds, c'est très bien, Jérôme Avoustin, qui va sûrement être top, donc n'hésitez pas au besoin. Mais vu que vous restez là, bienvenue camarades dans la guérilla. Voilà, Che Guevara, comme ça c'est réglé, puisque tout le monde pense à lui direct quand on parle de guérilla. Mais c'est pas la seule personne à qui j'avais envie que vous pensiez en regardant ce contenu. Aujourd'hui on est à Grenoble, et c'était le centre névralgique de la résistance française, qui est techniquement aussi un mouvement de guérilla. C'est pas le seul, hein. Dans les autres que vous pourriez connaître, il y a les Black Panthers aux États-Unis, donc mouvement pour les droits civiques. Plus récemment, il y a le Parti des travailleurs kurdes, le PKK, et qui nous a aidés à nous libérer de Daesh. Donc ça, c'est quand même assez cool, je trouve. Mais alors, qu'est-ce que c'est la guérilla ? La guérilla, c'est un ensemble de tactiques de guerre du faible contre le fort. Donc c'est de la guerre asymétrique, mais qui va se focaliser uniquement sur des cibles militaires. Donc des objectifs militaires, aucun objectif civil, ce qui rend le truc, de mon point de vue, vachement plus éthique. Comme c'est un ensemble de tactiques aussi, ce n'est pas du tout une idéologie. Il y a des guérillas de gauche comme de droite, extrême gauche comme extrême droite, il y a de tous les bords. Mais alors vous devriez me dire, je suis désolé Adrien, mais c'est quoi le rapport avec le monde du travail ? À part peut-être que le mec là, avec sa tête de sadique qui se frotte les mains, c'est peut-être aussi malaisant que le gorille avec la Kalachnikov. Au travail, on est censé être tous potes, tous travailler ensemble, tous collaborer. C'est peut-être là votre premier indice, la collaboration, c'est ce qu'on a fait avec les nazis. Voilà, je vais pas lâcher le micro parce que ça se fait pas pour l'orga. Mais en dehors de la blague, je suis quand même assez contre la réhabilitation de ce terme-là. Dans ce contexte de remontée d'extrême droite à fond la caisse, avec le RN donné grand vainqueur des européennes, voilà, se passer de ce terme-là, c'est assez chouette. Si vous avez besoin d'alternatives, techniquement, on est là, pour la plupart d'entre nous ici des salariés. Si vous travaillez avec des gens, c'est probablement vos coéquipiers et vos coéquipières. Et la collaboration, et un truc plus cool, c'est les jeux de coop. Donc coopérer, c'est chouette. Maintenant, on va se tourner vers ce gros paquet de cash et voir pourquoi, en dehors de la blague, on est vraiment dans un contexte de lutte. Alors prenons le petit travailleur Lego, Emmett, et prenons le meilleur patron du monde, Jeff Bezos, et essayez de vous demander comment est-ce qu'ils vont se partager ce tas de cash. À mon avis, ça va pas être joli. En fait, on est dans un cas, nous salariés, et même si vous êtes freelance, en vrai, il y a plein d'autres situations où ça s'applique à vous aussi. Vous êtes dans une situation d'intérêt divergent. L'intérêt de votre patron, c'est de vous payer le moins possible pour le travail que vous fournissez. Donc là, c'est le moment syndical. Hein. Et votre intérêt à vous, c'est d'être payé le plus possible pour le travail que vous fournissez. Donc on est de facto dans un contexte de lutte. Mais c'est pas tout. Parce que si on n'est pas en guerre, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il y a autant de victimes. Parce qu'on est 41% à être en détresse psychologique au travail, d'après une étude de 2021 sur les travailleurs et travailleuses françaises, 34% à être en burn-out, et 57% des personnes qui veulent quitter leur emploi ne peuvent pas le faire. Donc, c'est pas sur les devs et la tech en particulier, mais je pense que ça vous donne une idée. Voilà pourquoi, de mon point de vue, on est dans un contexte de lutte. Et si on parle de l'autre aspect, avec un contrat de travail et un salaire, vous héritez automatiquement d'un lien de subordination.
Et ça veut dire que vous êtes obligé d'obéir à votre employeur, sinon on peut vous virer et vous attaquer en justice pour ça. Donc on est dans un cadre de lutte asymétrique, et ça c'est le contexte d'application de la guérilla. Et alors aujourd'hui, à travers ma carrière, je vais essayer de vous expliquer comment depuis 11 ans j'applique des tactiques que moi je classe dans les tactiques de guérilla. Et j'espère que ça va vous permettre de passer entre les gouttes de la difficulté du travail, booster votre bien-être et peut-être même faire avancer votre carrière si on se débrouille bien. Alors retour dans le passé, du coup, vu qu'on va parler de ma carrière. Retour en 2012. En 2012, ça fait 2 ans que je suis dev. Je suis pas ingénieur informatique, j'ai pas de formation en informatique, j'apprends tout sur le tas dans ma première boîte. Avec des collègues qui sont cool, j'habite à côté de mon travail, c'est chouette. La vie est assez belle au boulot, jusqu'à ce qu'on m'envoie dans une mission à 1 heure de chez moi, en transport à Paris. Donc là, c'était déjà un gros coup de pas le kiff. Au ministère des Finances et sur un projet que je perçois comme un projet de condamnation, vraiment. C'est un projet en PHP et en Perl, je ne maîtrise pas du tout. J'ai 0 connaissance dessus et on me vend comme expert. Ça vous est peut-être déjà arrivé, j'entends des rires donc peut-être que oui. Mais en plus, le but de la mission, c'est de virer une équipe de freelance. On a une équipe de freelance qui bosse sur un logiciel, ils se sont plantés complètement, entièrement. Genre échec critique. Et moi, mon taf, ça va être d'absorber toutes leurs connaissances sur le logiciel et pour la réinternaliser au niveau du ministère des Finances. Et sauf que tout le monde est au courant de ça. Donc quand je vais parler aux gens, meilleur des cas, ils ne me parlent pas. Quand je vais parler aux gens, pire des cas, ils me parlent mal. Et je vais me retrouver comme ça, vachement exclu, assez seul. Je vais typiquement devoir manger seul tous les midis, ce genre de choses-là. Pas accès à la cafétéria du truc, pas accès au self du truc. Enfin, un contexte trop bien. Et qui, sans surprise, va me pousser moi aussi dans les 34% de burn-out. Et comme récompense de ça, donc j'avais demandé au bout d'1 semaine à mon manager, genre je le savais, ici ça va pas le faire. Je lui ai dit non, il faut que tu me sortes de là, ça le fera jamais, c'est pas pour moi la mission. Ils vont m'y laisser presque 1 an. Yay. Donc trop bien. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais niveau d'estime de moi tellement basse que voilà, je pouvais pas. Et comme récompense, à la fin de cette année-là, ils vont me mettre sur le projet star de la boîte au ministère de l'Intérieur. Un projet tellement star que tout le monde a démissionné, sauf un mec, à 1 mois de la mise en prod. Et donc c'est à moi de me taper ça. En plus, c'est un plateau de dev, c'est le truc le plus déprimant que j'ai jamais vu. On me met dans un coin de la pièce comme ça. Donc je fais dos à tous mes collègues, comme vous là. Je vois un coin sans fenêtre, des murs gris. Pendant 2 ans, je vois pas, littéralement pas, la lumière du soleil. Oups, désolé. Ça, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Non, je sais pas, un truc bizarre. Je vais gérer. Et donc ça, ouais, je me sens hyper seul, encore plus seul. L'avantage, c'est que ça se retrouve à côté de chez moi, donc ça, c'est déjà pas mal. Ça m'empêche de plonger plus profond dans le burn-out, et ça m'amène à la première tactique. Parce que pour éviter de plonger plus profond dans le burn-out, parce que ça aurait vraiment pu le faire, ce truc-là, je vais transformer mon désespoir et mon abattement en colère. Et donc, première tactique, syndiquez-vous. Si vous ne savez pas où aller, moi je suis chez Solidaire. Il y a une plutôt bonne section. Yes, cool camarade. Je suis content de ne pas être tout seul. Il y a aussi la CGT qui a une très bonne section informatique. Si vous êtes plutôt anard, il y a la CNT, mais ils n'ont pas de section informatique. Donc pour lutter, c'est à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous avez envie de faire. Et je ne vous le conseille pas vraiment. Je vous ai dit c'était radicalement de gauche. Je ne vous conseille pas la CFDT, mais dans certaines boîtes, ils ont des sections qui font vraiment du bon boulot. Donc à vous de voir aussi par rapport à votre contexte. Et la raison pour laquelle ça va m'aider, c'est qu'en me syndiquant, je vais en apprendre beaucoup plus sur mes droits. Je vais en apprendre aussi sur le règlement intérieur de ma boîte. Et je vais découvrir un truc, c'est que la culture de la boîte est à l'exact opposé du règlement intérieur. Mes collègues se barrent jamais avant 19h. Alors que l'heure de fin du travail, c'est 17h30, dans le règlement intérieur.
Et donc je vais utiliser ce savoir-là pour me barrer à 17h30 et personne ne peut me rien dire. Et ça, tout simplement, ça me permet de récupérer du travail pour moi, sortir, même si ça ne plaît pas à mes chefs, sortir un petit peu de leur carcan et me reconnecter avec moi parce que le burn-out, ça fait mal. Et puis refaire mes loisirs, reprendre et refaire remonter mon niveau d'énergie globale. Et ça va beaucoup m'aider. Mais c'est pas le seul truc qui aurait pu me pousser plus loin dans le burn-out. Ce que je vous ai dit, les gens partent à 19h, on a une grosse culture des heures supplémentaires non payées. Grosse culture. Avec énormément d'injonctions de la direction, mais qui vont évidemment jamais utiliser ce terme, heures supplémentaires. Parce que s'ils l'utilisent, ils sont obligés de me les payer. Et s'ils l'utilisent, je peux aussi négocier, je peux leur dire non, en fait, là, c'est pas le bon moment d'utiliser cette stratégie-là. Et donc, ils vont utiliser un terme qui peut-être vous sera familier, c'est l'implication. Il faut être impliqué dans notre travail. Et utiliser d'autres formules du genre Adrien, il faut que tu mettes tout en œuvre pour que vendredi, on ait livré ce lot de features. Tactique numéro 2. Ils n'ont pas utilisé le terme, tant pis pour eux. Et donc, arrivé le vendredi, ou non, c'est pas prêt. Ils me disent, ouais, mais Adrien, t'as pas tout mis en œuvre, je peux leur dire si. En fait, ce que je fais déjà, c'est tout. Je suis au maxi. Hésite pas si t'as des conseils, par contre, moi j'aime bien m'améliorer, c'est chouette, dis-moi comment faire plus. Et ça, c'est hyper dur à contrer, en vrai. Et j'ai évidemment, je le fais à chaque répétition, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc en bas de la carte, à côté du triangle noir, il y a un niveau de risque de chacune des stratégies. J'avais pensé à mettre un niveau de bénéfice, mais j'ai pas le temps. C'est assez peu risqué, en vrai, de jouer les idiots. On en reparlera plus loin dans la présentation aussi. Mais donc là, c'est très difficile à bloquer, parce que ils n'utilisent pas les termes, c'est des termes flous, je les interprète comme je veux, et puis assez simple. Mais je vous ai promis dans le pitch qu'on allait parler de pratique, et pour l'instant, je parle que de « moi, je suis triste », oulala. Même si c'est vrai, ça vous intéresse peut-être moins. Il y a une pratique qui me manque en particulier dans cette mission-là. C'est le déploiement continu. On a une procédure dans le ministère de l'Intérieur, on ne met pas en prod, mais on met en recette, nous. Et on a une procédure de mise en recette longue comme le bras. Un truc immense, avec des temps d'attente de psychopathe entre chaque étape. Ce qui fait que je me plante, des fois, je fais des conneries, j'oublie des étapes. Et au global, ça me prend environ 2 heures de mettre en recette, jusqu'à plusieurs fois par semaine, parfois. Donc c'est, de mon point de vue, quelque chose d'assez douloureux et d'assez inutile. Je vais en parler à mon chef, et il va me dire « Ouais, mais Adrien, on corrige pas ce qui marche déjà. » Tactique 3. Si vous ne le faites pas, vos collègues le font déjà. Mais peut-être sans s'en rendre compte, ça peut prendre la forme, par exemple, de aller prendre une longue pause à la machine à café pour discuter avec les collègues. Ça peut être tout simplement aller lire des articles de journaux ou même des articles tech, regarder des vidéos sur YouTube. Moi, j'avais un pote fan de SoFoot et je le voyais dérouler des fois pendant une demi-heure les trucs des matchs de foot, ça me faisait bien rigoler. Ou alors parler à sa famille ou à ses proches sur des applis de messagerie ou des réseaux sociaux. Réquisitionner du temps à nos employeurs, c'est quelque chose qu'on fait déjà tout le temps, parce que sinon on n'arriverait pas à survivre à nos semaines, journées, semaines, mois, années. Et ce que je vous propose, c'est pas de supprimer complètement la distraction, parce que c'est un vrai rôle, c'est important pour le niveau d'énergie, mais c'est de commencer à réallouer du temps que vous réquisitionnez sur du travail que vous choisissez. Et ça, tant que vous ne l'avez pas essayé, je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte du pouvoir libérateur que ça a. Choisir comment est-ce qu'on utilise notre propre force de travail, c'est un pouvoir incroyable. Et je vais utiliser ça en conjonction avec la tactique 4. La première règle de la guérilla, c'est qu'on ne parle pas de la guérilla. Donc voilà, moi je l'ai brisé. On verra si j'arrive à retrouver du travail. Mais je vais le faire discrètement. Donc typiquement, là je vous ai dit la procédure longue comme le bras où j'ai des temps d'attente, pendant les temps d'attente, je vais commencer un script d'automatisation, sans le dire à mon chef. Et du point de vue de mon chef, lui tout ce qu'il comprend c'est que je suis en train de coder. Voilà, c'est peut-être pas la personne la plus versée dans le développement. Donc c'est hyper discret et j'en parle pas, je fais ça dans mon coin et petit à petit, je réquisitionne des temps d'attente. En fin de journée, quand j'ai fini un ticket, je recommence par un autre, je fais mon script. À chaque fois que j'en ai besoin de reprendre un peu de temps pour moi, je fais ce truc-là et c'est productif.
Et tactique 5, la dernière de ce lot-là, à la fin, je vais réussir, et donc on passe de 2 heures à un seul clic. Quand je veux mettre en recette, je clique sur le bouton, c'est terminé. Et ça, en vrai, c'est une victoire de ouf. Donc je vais le dire à tout le monde, mais genre tout le monde, tous les gens qui sont sur le plateau, mon chef ne va pas aimer. Je sais pas si vous l'avez vu venir, celle-là. Mais forcément, il dit non, je l'ai fait quand même, mais c'est hyper dur de me taper dessus quand je lui dis bah, je nous économise 2 heures de taf, je sais pas combien de fois par semaine. Même s'il est pas content, c'est dur de dire tu fais vraiment de la merde. Et en plus de ça, bah, tous mes collègues, ils ont une impression de moi de ouais, en fait, Adrien, il fait du bon boulot. Et avoir bah, les personnes de mon plateau de mon côté, c'est une force de protection aussi. Donc niveau de risque 3, bah ouais, c'est un peu plus risqué parce que ça fâche des fois les personnes qui prennent les décisions. Et je vous ai dit que ça faisait avancer la carrière. Bah non. En fait, bah voilà, concrètement, dans tout ce que j'ai fait dans cette mission, pour moi reprendre du pouvoir et me ressentir mieux, bah ça a saoulé mes chefs. L'effet que ça a, c'est que je vais devoir passer mon tour pour les augmentes et pour les promotions. Mais c'est pas la fin de l'histoire, hein. Je vous rassure. On va faire un petit saut dans le futur de 2 ans, parce que pendant 2 ans, il ne se passe pas de trucs intéressants niveau guérilla, mais si vous voulez, pour la petite ellipse, en gros, je vais tenter la manière de bosser de la boîte. Je vais me dire, bah, peut-être que j'ai mal compris mon métier de développeur, que c'est eux qui ont raison, et je vais faire tout ce qu'on me demande. Je vais complètement me cramer pour ça, cramer ma vie perso, et cramer le projet aussi, parce que bah, quand on est complètement claqué, on fait de la merde. À tel point que le client va abandonner le logiciel après la première mise en prod tellement ça marche pas. Mais je deviens le héros de la boîte. Genre tous les gens sont là genre Adrien c'est le mec le plus impliqué que vous ayez jamais vu, c'est un truc de ouf le niveau de dev. Non. Mais je deviens un héros et du coup bah là il me propose des promotions dans tous les sens, enfin plein de trucs etc. Et c'est à ce moment-là que je claque ma dème et que je me barre. Je vais rentrer dans une ESN Craft où je vais apprendre plein de trucs, etc. Pendant ces 2 ans-là. Et je vais rentrer en 2017 dans une mission dont je parle beaucoup. Donc si vous m'avez déjà entendu, si vous m'avez déjà entendu en conférence, vous m'avez probablement déjà entendu parler de cette mission-là. Ça commence, donc c'est une fintech. Voilà, pas important de donner beaucoup de détails dessus en vrai. C'est pas une mission de ouf. En vrai, c'est une mission un peu bof. Moi, je bosse avec un team lead qui est plutôt sympa, un autre dev plutôt cool, et avec un chef, techniquement c'est mon PO, mais en vrai, il a un rôle de chef, fermé, de ouf, avec des opinions vraiment figées sur tout un tas de sujets, et je peux pas le faire bouger. À chaque fois qu'on discute, c'est lui qui a raison, et c'est le genre de mec qui vous dit quoi faire, mais aussi comment le faire en détail. Et mon petit dada, moi, à ce moment-là, sur lequel je bosse beaucoup, c'est No Estimates. Je suppose que vous connaissez, les estimations, c'est un truc qui m'emmerde, en général. Désolé pour la vulgarité, je ne l'ai pas mis dans les avertissements de contenu. Mais plutôt que de me confronter au chef, parce que je sais très bien comment ça va se passer, pas bien, eh ben, je vais mener une petite expérience de mon côté. Et je vais comparer 2 stratégies que je connais bien à ce moment-là. Donc on a la stratégie qu'on utilise actuellement dans l'équipe, qui est compter les story points. Donc on fait des séances d'estimation en estimant un story points. Et puis à la fin, ça nous permet peut-être de prédire une date de livraison des tickets. Avec la stratégie No Estimates que je connais le mieux à ce moment-là, qui est celle de Vasco Duarte, qui est essayer juste de compter les stories, donc abandonner les estimations. Je vais faire un gros export Jira, plein de stats. Et je me rends compte que le nombre de stories, c'est 2 fois plus pertinent pour prédire la date de livraison de mon projet que les estimations. Donc en abandonnant entièrement une réunion, on serait 2 fois meilleur sur la prédiction. Ce que je trouve assez ouf et qui m'amène à la tactique 6, mesurer tout. Elle va revenir, vous allez voir que c'est un truc hyper important. Souvent, on va vous opposer des opinions, des ressentis. Si vous avez des faits, c'est indéboulonnable. Et après, tout ce qui reste, c'est de la croyance, et ça, j'ai pas de stratégie pour ça, désolé. Et donc, je vais mesurer ça, et je vais aller présenter mes mesures à mon team lead, et je vais lui dire, bah voilà, ce que j'ai sorti. Est-ce que tu penses que la méthodologie est correcte ? Et est-ce que tu penses que ma conclusion se tient ? Donne-moi ton feedback, est-ce que je me suis planté, vraiment, ou pas ? Il va me dire non, qu'il est plutôt d'accord avec ce que j'ai fait. Je vais le présenter à mon chef, à votre avis, qu'est-ce qu'il a dit ? Bien ou pas bien ?
Ouais, pas bien. Il m'a pas expliqué pourquoi, mais il a dit non, c'est n'importe quoi. Je vais pas m'arrêter là. À ce moment-là, l'équipe, elle a grossi et je vais aller en parler à tous mes petits camarades. Je vais montrer ces trucs-là et en fait, c'est hyper efficace. Ça convainc tout le monde. Et l'effet que ça va avoir, c'est qu'avec cette conviction que nos estimations sont tellement éclatées que juste arrêter de les faire, c'est mieux, qu'on va se mettre à chaque story qu'on nous présente à dire c'est 2 points. Donc tactique 7, trouver des alliés. Donc vous avez déjà trouvé des alliés dans votre boîte et en dehors avec le syndicat. C'est hyper important. Si vous trouvez en plus des alliés dans votre équipe, à plusieurs, on est vraiment plus fort et plus forte. Beaucoup. Et c'est ce qui nous permet de suivre cette tactique-là. Mais des fois, le chef, ça va pas lui plaire. Il n'est pas idiot, hein. Il n'est pas arrivé là par hasard non plus. Et il va faire des fois péter un câble en session d'estimation en mode genre « Non mais Adrien, c'est n'importe quoi, cette story c'est évident que c'est facile, tu peux pas dire 2 comme l'autre, c'était hyper dur et tout ». Et à ce moment-là, je fais la tactique qu'on a déjà vue. Ah oui, non, Michel, pardon, non, j'avais mal compris, j'avais l'impression que c'était super dur, non mais 0,5 c'est très bien, vas-y, mets ça. Et l'effet que ça a, je le caricature forcément, mais ça va l'apaiser déjà. De se dire genre, oui, je suis pas juste en contradiction non-stop, je veux bien aller dans ton sens, ça pose pas de problème. C'est pour ça que la tactique, elle a un niveau de risque assez faible. C'est assez fort en défensif, en vrai. Parce que moi, qui suis privilégié, je suis quand même un dev senior, ça fait longtemps que je bosse. Quand on me prend pour un naïf, en fait, ça me rend plus sympathique. Et ça me rend, aux yeux des autres, moins dogmatique, au moins. Et ça, c'est plutôt une bonne balle dans mon camp. À savoir que si vous êtes dans une situation moins privilégiée, il faut faire gaffe à ça. Et typiquement, avoir l'air un peu moins compétent, c'est pas forcément la bonne tactique à utiliser, donc à vous de juger, quoi. C'est pas la seule pratique de ouf que j'ai mis en place dans cette boîte-là. Et j'en parle toujours pour cette raison-là. Et c'est comme ça que c'est devenu la meilleure mission que j'ai jamais fait, en vrai, et la meilleure équipe dans laquelle j'ai jamais bossé. C'est que pendant 2 ans, on va bosser en mob programming à temps plein, donc non-stop. Et c'était vraiment incroyable. Et la manière dont ça a commencé, c'est qu'on s'est mis sur un nouveau sujet, avec une nouvelle personne qui avait rejoint l'équipe. Un nouveau sujet compliqué qu'on n'avait pas trop défriché, et on lui a laissé. Peut-être pas une super idée, mais c'est ce qu'on a fait. Et quand le dev a été fini, on s'est dit si on relisait tous ensemble pour s'aligner sur un peu le design qu'on cherche et trouver ce qu'il fallait, ça a vachement dégénéré. Le truc qui était censé prendre une demi-journée, on est resté 3 jours dans la même salle de réunion à tout réécrire parce qu'en fait ça allait pas à l'équipe, ce qui avait été fait. Et à la fin de cette session-là, il y a quelqu'un qui a dit les mecs, parce qu'on n'était qu'une équipe de mecs, est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse la prochaine feature tous ensemble ? Et là, tactique 8, j'ai certainement pas dit mob programming. Parce que si vous utilisez du jargon, ça a 2 effets. Le premier effet, c'est que la personne en face, elle va potentiellement pas connaître, vous vous retrouvez en rôle de professeur, et ça, en termes d'équilibre du pouvoir, c'est un petit peu compliqué, et ça vous fait perdre des points de sympathie, souvent. L'autre effet que ça va avoir, c'est que vous allez déclencher de la réactance. Les gens associent beaucoup, enfin en tout cas quand c'était cette époque-là, les gens associaient mob programming à quelque chose de très négatif. Et c'est quelque chose de pas efficace qui nous fait tous perdre du temps. Et si je disais mob programming, c'était très probable qu'ils fassent genre « ouais non, t'as raison, il faut pas le faire ». Donc j'ai certainement pas dit mob programming. De la même manière, quand je binôme avec quelqu'un, je dis pas « moi c'est TDD ou rien ». Quand je binôme avec quelqu'un, je lui dis « est-ce que ça te va si on commence par un test automatique ?» Moi ça m'aide de savoir où on va avant de commencer le taf. Ça finit par la même chose, mais en fait, c'est vachement moins agressif et frontal. Et donc, se passer du jargon, ça a vraiment des effets assez cool. Et même si la personne ne connaît pas, en utilisant des termes simples, vous avez déjà mis le pied à l'étrier, et ça, c'est hyper cool. Parfois, on va se prendre des murs, parce que le mob, à ce moment-là, c'est assez jeune dans ma tête, assez jeune aussi dans la tête de l'équipe, même si moi, j'ai suivi un workshop de Woody Zool. Et avec ce workshop-là, et puis en m'étant vachement renseigné, quand on se prenait les murs, j'arrivais à dire voilà ce qu'on peut tester pour dépasser ce mur-là et puis continuer à bosser de cette manière-là. Et si ça a été accepté, testé, expérimenté, rétrospectivement, je pense que c'est pour cette raison-là. La tactique 9.
À ce moment-là, le point de vue de la boîte, c'est que je suis plutôt un bon dev. Ils trouvent que je bosse bien. J'ai fait des chantiers de perf où j'ai fait des gains assez cool, donc les gens ils sont impressionnés. Même si en vrai c'était moi qui avais introduit le problème de perf que j'ai réglé après. Mais ça ils savent pas, donc quand je fais des refactors, les gens trouvent que le code est mieux. Après, enfin, tout ce genre de choses et qui fait augmenter la perception de mon niveau d'expertise par les autres. Je suis aussi coach craft à ce moment-là dans d'autres boîtes. Et donc régulièrement, je vais leur dire, je suis désolé, jeudi, vendredi, je suis pas là. Je vais donner un coaching craft sur TDD, par exemple, dans telle boîte que je vais pas nommer, mais qui connaissent et qui se disent genre, waouh, ouais, moi ça fait augmenter mon niveau de street cred, quoi. On n'est pas toutes et tous coach craft, alors je vous ai préparé une petite liste de trucs faciles pour faire augmenter votre street cred dans votre boîte. La première, c'est d'organiser des dojos, que vous soyez hyper forte ou fort en code ou pas. C'est quelque chose d'avoir juste l'étiquette organisateur ou organisatrice, ça a du prestige. Et ça fait augmenter la perception de votre expertise. L'autre truc encore plus simple, alors pourquoi ça s'applique comme ça, c'est juste par habitude et que j'avais la flemme de changer de nom parce que je l'ai toujours organisé les mardis midi. Mais l'idée c'est qu'à côté du Scrum Board, et des fois dans complètement un centre de réunion de la boîte, je mets un nouveau board avec des post-it et des crayons à côté et je propose aux gens de mettre une conférence qu'ils ou elles ont envie de regarder. On va aussi voter ensemble, donc ça nous fait pratiquer la démocratie un petit peu, sur quelle conférence on a envie de voir ensuite, le prochain mardi. Et donc on se prend à manger rapidement, on regarde la conférence et puis après on s'organise un petit débat pour juste apprendre et confronter nos opinions. Et ça attire même carrément jusqu'au DG de la boîte qui viennent voir des confs agiles avec nous. Ce qui est assez cool en vrai en termes de transformation et en termes de street cred, c'est bingo de ouf quoi. Les dirigeants de la boîte qui connaissent mon nom, après je suis un peu intouchable quoi. Donc en termes de pouvoir, c'est fort. Partager ses succès, évidemment, je vous en ai déjà parlé. Et le dernier, c'est donner votre aide, mais surtout l'infligez pas. Si quelqu'un vous a pas demandé de l'aide, il faut pas la donner. Ça vous fait perdre justement plein de points. En revanche, si on vous la demande votre aide et que vous la donnez avec plaisir, ça fait augmenter la perception de votre niveau d'expertise, ça augmente votre légitimité, ce qui est l'exact contraire de ce qui arrive pour l'autorité. L'autorité, plus on l'utilise, plus elle diminue. Je l'ai mis en niveau de risque 4 parce que c'est une tactique vraiment à double tranchant. Et du coup, je vais vous raconter pourquoi je l'ai mis là. Parce que pour se protéger, j'ai continué à tout mesurer, comme je vous l'ai dit, dans les tactiques, et je mesure le truc auquel je m'attends, le contre-argument auquel je m'attends de la part des gens qui n'aiment pas ça, c'est pas assez productif. Et donc je mesure la productivité de l'équipe non-stop. Et en mob programming, quand on fait d'autres essais en solo, en binôme, etc. Et les chiffres montrent qu'en fait, c'est notre manière la plus efficace de bosser. Pour nous, je dis pas pour vous, mais pour cette équipe-là, c'était la manière la plus efficace. Ça va les garder à distance très longtemps. C'est pour ça qu'on a pu tenir 2 ans, les détracteurs. Mais au bout d'un moment, il y a le CTO qui descend et qui fait les petits amis, c'est fini la rigolade. La prochaine fois que vous êtes tous ensemble dans une salle de réunion, vous êtes virés. J'exagère, mais c'était ça l'idée. Et donc, pourquoi à double tranchant ? Parce que ça, le rendre explicite, au moins pour nous c'était clair, c'était fini de truander, faire les trucs, etc. Double tranchant, parce que ça fait partir un de mes collègues que j'apprécie le plus à ce moment-là. Moi j'emboîte le pas du coup pas longtemps après. Mais l'effet positif, qui peut arriver, mais faut utiliser ça avec doigté, c'est que cette décision autoritaire qui nous force à faire un truc, qui force à faire un truc à l'équipe qu'elle n'a pas du tout envie de faire, ça la soude contre le directeur technique. Et ça, une équipe soudée, ça a un pouvoir incroyable. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire énormément de transformations. Faites gaffe, c'est à double tranchant. On arrive aux 2 dernières tactiques. Les questions, je les prendrai juste à la fin si tu veux bien, donc tu peux te la noter dans le cahier. C'est juste forcer l'autorité, c'est forcer l'autorité à agir sur l'équipe pour que ça soude l'équipe. Oui, c'est forcer les autres à utiliser leur autorité pour la faire diminuer. Mais merci pour la précision. Les 2 dernières tactiques, je ne les ai pas introduites dans mon contexte de travail parce que je les ai utilisées partout et je ne savais pas avec quoi les mettre. Mais la tactique 10, c'est contourner les interdits. Dans ma carrière, on m'a interdit les tests automatiques. On m'a extrêmement fortement découragé de faire du TDD.
On m'a interdit le mob, on m'a interdit de binommer aussi. On m'a interdit plein de trucs, plein de trucs. Et il y a beaucoup de fois où j'ai pu le faire, en contournant. Typiquement, quand on m'a interdit les tests unitaires, bah, je les ai fait quand même. Mais juste, je les ai pas committés. Et comme ça, bah, j'ai moi le bénéfice de ma pratique. Je le partage pas avec les autres, c'est dommage, mais bah, c'est interdit. Donc pour ça, j'utilise Git info exclude. Il y a plein d'autres techniques, hein. Mais au moins comme ça montre pas à tout le monde dans le Git ignore de l'équipe que oui, Adrien il fait des tests unitaires. C'est un peu plus discret, quoi. J'ai un pote qui est là aujourd'hui, pas dans cette salle, parce qu'il a déjà vu la conf et que du coup il veut pas me soutenir, salaud. Il se reconnaîtra en replay. Lui, il utilise Git Worktree. Moi, je suis pas assez bon en Git pour ça. Mais si jamais, c'est plus malin de commiter quand même ces trucs-là. Juste moi, j'ai pas pris le temps d'apprendre ça. Quand on m'a interdit le mob, bah, je dis pas qu'on fait du mob, je dis qu'on fait une réunion. Les managers, ils aiment bien les réunions. Quand on m'a interdit le binomage, bah, je suis pas en train de binommer. En fait, on fait des corrections sur ma pull request. Et ça, c'est OK, ça passe crème. Et pour le TDD, c'est impossible de vous interdire de faire du TDD. C'est une pratique qui ne se voit pas, c'est complètement transparent. Et du coup, c'est impossible de vous empêcher de le faire, mais si vous le faites, donc si on revient à la pratique de la tactique de tout mesurer, essayez de mesurer par exemple le nombre de bugs que vous faites, ou la qualité de code perçue par vos collègues. Vous pouvez aussi mesurer votre bien-être, ça n'a pas forcément besoin d'être des trucs hyper objectifs, ça peut être du subjectif. Genre si vous tracez votre bien-être, l'évolution de votre bien-être en introduisant des pratiques. Les managers peuvent entendre ça. Pas toutes et tous, mais ça peut. Et la dernière tactique, je vous ai parlé à quel point c'était important de se trouver des alliés. Et la dernière, j'avais envie de faire un focus sur comment est-ce que vous pouvez être un allié. Et pour ça, j'avais envie de parler de la notion de privilège. Est-ce que vous pouvez lever la main, les personnes qui connaissent déjà cette notion ? Ouais, donc pas mal de monde. Donc c'est une notion qui vient de recherche en sociologie, et ça, c'est Trou des privilèges, donc c'est Kimberlé Crenshaw, une Canadienne qui l'a introduite. Et vous voyez qu'il y a plein d'axes sur lesquels on peut avoir des privilèges. Donc dans cette grande cible de fléchettes, plus on est dans le cercle intérieur, plus on a de privilèges, plus on est vers l'extérieur, moins on en a. Et donc moi, en tant que homme blanc, cisgenre, hétéro, et puis plutôt senior dans le dev, je suis plutôt là, même si j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie sur tous les axes, parce que je suis pas venu là pour ça. Et cette notion de privilège, en fait, elle a des conséquences réelles que je vous propose d'étudier sur un des axes en particulier, qui sont les femmes dans le développement. D'après les études aux USA, elles sont 50% à quitter la tech avant 35 ans. Dans les autres milieux, c'est 20%. Donc c'est assez énorme et assez déprimant. D'après l'étude de 2019 dans l'Union européenne, elles sont 11% dans le développement. Donc pas juste dans la tech, mais dans le développement, en sachant que j'ai pas les chiffres pour la France, mais tous les chiffres de la tech sont plus bas en France. Donc on a encore moins de proportion de femmes que ça dans le dev. Elles sont payées 19% de moins. 5% quand on compare au même poste. Mais ce que ça veut dire, cette stat-là de 19% en moins, c'est que les femmes n'arrivent pas à accéder aux postes les mieux payés. Et elles sont 64% à se faire couper la parole en réunion par leur homologue masculin. Donc ça veut dire même poste, même rôle, même équipe. La femme commence à parler, le mec l'interrompt pour lui dire « non, c'est moi qui sais ». Il ne le dit pas évidemment, mais c'est ça que ça veut dire et c'est ça qui est ressenti. Donc vous voyez, cette notion de privilège, elle a des conséquences vraiment réelles, c'est pas juste une vue de l'esprit, un concept. Et nous, parce que je regarde la salle, et bah, même si vous ne la voyez pas en replay, vous imaginez qui on est dedans, en majorité. Et nous, en tant que mec blanc, en fait, on a un pouvoir pas possible et qu'on peut, voilà, pour pas citer un film de super-héros super connu, je vais essayer de me passer de ça, on a un grand pouvoir. Et vous pouvez utiliser la dernière tactique, c'est celle que j'aime bien appeler le levier de privilège. Je l'ai utilisé très souvent en réunion quand j'avais la chance d'avoir des personnes de minorités diverses et variées dans mes équipes. Et ça peut prendre des formes hyper simples, tout simplement, genre je suis d'accord avec Camille. Même si je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, moi aussi j'ai des idées à la con, mais que moi on écoute et qu'on essaye. Et du coup, pourquoi Camille aurait pas le droit de faire pareil ?
Donc même quand je suis pas d'accord, je le dis, moi je suis d'accord avec Camille. Mais en vrai, la plupart du temps, si je suis d'accord avec Camille. Ou Camille veut parler depuis 5 minutes et personne ne l'a écouté, j'aimerais bien qu'on l'écoute s'il vous plaît. Ou moi j'ai envie d'entendre le point de vue de Camille sur ce point-là. C'est quelque chose qui va être extrêmement puissant parce qu'en faisant ça, vous vous signalez comme allié pour cette personne-là, ou pour ces personnes-là. Elles vont se sentir soutenues, pas toutes seules dans leur coin. Et ça va avoir pour effet de faire monter leur sécurité psychologique et de la même manière la sécurité psychologique pour tout le monde dans votre équipe. Et d'après les études de Google, c'est relié aussi à une augmentation de la productivité. Donc même si on est en mode très cynique, ça a de la valeur. Ça, c'était toutes mes tactiques et on va passer sur des choses un petit peu à la marge mais dont j'avais quand même envie de parler avant de vous laisser à la fin de ce talk. La première, c'est que la guérilla, ça fait peur. Ça peut paraître hyper radical, méchant. J'utilise des termes un peu d'enfant. Mais de mon point de vue, non. Si vous vous souvenez de cette statistique du début, 41% des personnes ont des détresse psychologique. Si d'appliquer ces tactiques-là, ça vous permet, vous, de retrouver du bien-être dans votre métier, à mon avis, ça a largement plus d'intérêt que le succès de votre projet ou les règles de collaboration imposées par votre employeur. Si vous voulez aller plus loin que ça, et être encore plus éthique que ça, donc prenez des mesures, et en prenant ces mesures-là, vous allez pouvoir vous prouver à vous, et pouvoir prouver à votre équipe que les pratiques que vous introduisez, c'est pas justement seulement pour le fun. Et qu'en fait, c'est vraiment pour l'équipe, et que c'est pour lui permettre d'aller plus haut, et d'aller plus fort, et d'aller plus loin. Et donc si vous utilisez ces tactiques qui sont peut-être discutables, mais pour le bien de la boîte, pour le bien du projet, en vrai pour moi il n'y a pas de question que c'est absolument éthique. Je vous avais promis que ça faisait avancer de la carrière et je vous avais dit que je vous avais menti. Je vais vous expliquer sur pourquoi si. Quand j'ai quitté la boîte, qui était pas cool, j'ai pu leur dire moi j'ai fait du TDD en prod pour de vrai. J'ai fait du déploiement automatique en prod pour de vrai, j'ai mis en place une CI en prod, etc. Et tout ça, ça a énormément de valeur du point de vue des personnes qui sont dans le recrutement. Et c'est comme ça que ça m'a permis de trouver des meilleurs jobs qui me plaisent plus, qui étaient mieux payés. Et c'est comme ça que j'ai avancé ma carrière. C'est pas le seul cas où ça marche. J'ai bossé dans les startups, ça marche très très bien. Et j'ai bossé avec des gens qui mettaient en place ces tactiques-là dans des startups. Il y a une personne en particulier qui a fait un truc qui a été tellement apprécié par la totalité des développeurs et des développeuses, plus l'engineering management qui s'est retrouvé propulsé staff engineer en un rien de temps. Donc lui, ça lui a fait booster de carrière à toute vitesse et ça fait plaisir à voir. Mais il y a un piège dans toutes ces tactiques. Sinon, ça serait pas drôle, il y a des pièges dans tout. En faisant ça, vous allez risquer de vous isoler. Donc typiquement, moi ce qui m'est arrivé, c'est me mettre à TDD alors qu'on me disait ne fais pas de TDD. Et j'avais pas réussi à trouver des alliés et je me suis retrouvé tout seul. Et du coup, si j'ai un problème de TDD, je suis débutant, moi je faisais de la merde. Vraiment, j'ai fait les pires conneries de TDD que vous puissiez imaginer et je les ai faites. Et là, y a personne qui va vouloir m'aider dans mon équipe, clairement. Et pour ça, j'ai une solution. Ouais. Rapprochez-vous des groupes de craft et d'agile. En fait, vous allez avoir trouvé des alliés avec les syndicats dans la boîte, peut-être des alliés dans votre équipe, et en faisant ça, vous allez trouver plein d'alliés en dehors de vos boîtes. Et cette communauté, elle est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas, donc là c'est votre groupe local. Je les connais, c'est des gens très cool. Moi, je co-organise un meet-up qui est en ligne, cette fois-ci, et qui a aussi, depuis récemment, des sessions en non-mixité, choisies donc que avec des femmes et des minorités de genre, si jamais vous avez envie d'aller expérimenter dans un endroit safe pour vous. Et donc on fait du mob, mais pas que, parce qu'à travers le mob, on pratique énormément de choses différentes, et si vous avez envie de venir dans un environnement bienveillant, vous amusez avec nous, vous êtes les bienvenus. Pour conclure, en vrai, j'ai dit pas mal de trucs assez déprimants sur le boulot. Des fois, le boulot, c'est un peu déprimant. Ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez en repartant de ce talk, c'est cédez pas à la tristesse, au désespoir. Et faites comme moi, transformez ça en lutte. Et pour ça, je voulais vous laisser avec une citation de mon économiste préféré. Travailler selon sa déontologie, c'est déjà commencer la révolution.
Merci Adrien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. On a quelques minutes pour les questions. Yes. Ouais, j'amène le micro. Peut-être pas besoin. Je ne sais pas si c'est une question ou un truc à ajouter, mais c'est ne pas demander en fait. C'est se mettre dans une position où le management, pas les collègues, mais ne sont pas en possibilité de dire non. Est-ce que, j'essaye de le reformuler pour le replay. Est-ce que tu veux dire que c'est parfois mieux de demander pardon que de demander la permission? C'est ça, ouais. Bon point. Merci camarade. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations, choc, horreur? Est-ce qu'il vaut mieux pas préférer essayer d'effectuer des traités de paix plutôt que d'entrer en guérilla, en fait, selon peut-être la taille de l'entreprise, mais est-ce que c'est pas plutôt d'essayer de convaincre les gens, des choses comme ça, de rentrer dans ce jeu plutôt que de rentrer en guerre? Ouais, j'essaye de reformuler encore. Est-ce que c'est pas mieux, je le reformule vraiment comme ça, tu me diras si j'ai bien compris ou pas, mais est-ce que c'est pas vraiment mieux de partir en mode coopération dès le début plutôt que de partir en mode guérilla? Oui. Oui, c'est des tactiques quand la coopération ne marche plus, ou qu'elle ne marche pas. Ça peut aussi être des tactiques tout simplement où bah, t'oses pas, où tu te sens, enfin voilà, tu te sens pas de lancer, ou tu n'as pas les arguments. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Une pratique être convaincu, mais juste pas savoir la défendre. Mais oui, effectivement, la coopération, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant que la guérilla, quand ça marche. Mais oui, très bon point. Est-ce que vous avez d'autres, n'importe quoi que vous avez envie de partager? Ouais. Pour les risques sur le levier des privilèges, Ouais. tu as mis à 1. Ouais. Et par rapport à d'autres, j'ai trouvé que c'était peut-être plus risqué que ça. Ouais. Imaginons que Attends, je reformule avant que tu partes sur les... sinon je vais oublier le début. Donc j'ai mis le levier des privilèges à 1 en niveau de risque, et tu trouves que c'est pas forcément le meilleur niveau de risque, et tu allais partager du coup un exemple. Donc tu utilises ta notoriété, Ouais. on va dire, pour promouvoir quelqu'un. Et imaginons à l'effet inverse, l'expérience se passe mal. Est-ce qu'au contraire, tu vas pas encore plus isoler cette personne? Alors, j'essaye de reformuler. Donc, admettons, je pousse une expérience proposée par un ou une de mes collègues. Ça se passe mal, c'est catastrophe. Et est-ce que ça va pas faire redescendre cette personne-là? Ça va être que mon avis, à moi. Hein. J'ai pas de truc pour soutenir ça. Moi, j'ai l'impression que non. Parce que, en fait, c'est elle qui a mis l'idée. Moi, j'ai poussé, mais l'équipe a accepté. Et en fait, quand ça marche comme ça, j'ai rarement vu de conséquences négatives revenir. Et où c'est genre, bah, en fait, on a accepté toutes et tous ensemble de faire l'expérience, ça s'est mal passé, ça arrive, quoi. Mais de toute façon, ouais, peut-être que je devrais revoir le niveau de risque sur celle-là, parce que, bah, bon, des fois, faut essayer de jauger à quel point vous vous sentez de le faire et à quel point c'est safe, quoi. Ouais. Moi j'ai une interrogation en fait sur le premier point, Ouais. syndiquez-vous. Ouais. Sachant que dans la tech en fait il y a beaucoup de turnover, beaucoup d'entre nous je pense, au bout d'un an on va quitter la boîte pour prendre une augmentation de salaire conséquente qu'on ne prendrait pas dans la boîte où on est actuellement. Quel est le point en fait, est-ce que c'est quand même intéressant de se syndiquer même si au final on ne va pas rester Ouais, je vais essayer de reformuler. Quand donc on rejoint des syndicats qui sont dans une boîte, mais on va peut-être quitter cette boîte, et du coup, est-ce que ça a vraiment de la valeur, enfin quitter cette boîte à court terme, peut-être dans 6 mois, quoi. Est-ce que ça a de la valeur de se syndiquer quand même? Bon, je pense que tu vas pas être surpris que je te dise oui. Mais de mon point de vue, oui, parce qu'en fait, le syndicat, donc en fait, ce qui est cool, c'est que tu vas avoir une section syndicale, peut-être d'un syndicat en particulier, c'est pour ça que je parlais de la CFDT, ben, des fois, tu vas peut-être avoir cette section-là que tu as envie de rejoindre. Mais c'est complètement présent dans plein de boîtes, et quand ça ne l'est pas, tu peux aussi monter ta section, c'est pas très difficile à faire, et ça va t'apporter, en fait, énormément de soutien.
Si jamais tu vis pas bien au travail, tu as en fait toutes ces personnes-là qui sont derrière toi. Tu vas aussi avoir dans plein de syndicats un support juridique gratuit. Si jamais tu as un souci X ou Y, genre là moi j'ai des soucis de freelance, ils m'aident aussi là-dessus. Tu vois. Et en fait ça a plein d'intérêts même en dehors de la boîte de mon point de vue. Et dans les petites infos intéressantes, j'ai que des stats des années 2000 là-dessus, mais on était 8% de syndiqués en France, 80% en Suède. Et en fait, ce volume de personnes syndiquées, ça fait aussi que sur des luttes sociales, on a vachement plus de poids quand on est plus nombreux. Et du coup, si tu as les syndicats qui arrivent à dire « Ouais, nous, en fait, on est, 35% de la population, en termes de poids de négo, puis c'est pas très cher, en vrai. » Merci Adrien. Merci encore une fois à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire